Le plan Bienvenue en France, qui a pour objectif affiché de rendre la France plus attractive pour les étudiants internationaux, a été annoncé le 19 novembre 2018 par le Premier ministre Édouard Philippe. Parmi les mesures prévues, la plus retentissante prévoit une augmentation très forte des frais d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers originaires d'un pays hors Union européenne. Pour aller plus loin et comprendre la portée de cette annonce, Fréquence vous propose une série d'émissions dans laquelle vous retrouverez témoignages, explications de spécialistes et reportages autour de la mobilisation en cours contre cette mesure. Dans ce premier épisode, vous allez entendre le parcours d'un étudiant de l'ENS Cachan concerné par cette mesure annoncée. Bonjour Andrés, tu es étudiant à l'ENS et donc on voudrait recueillir ton témoignage par rapport à ce que c'est d'être étudiant étranger à l'école et puis aussi ce que tu penses de cette réforme. Donc en fait là il y a un projet de décret qui va potentiellement paraître bientôt et qui propose une augmentation des frais d'inscription pour les étudiants extra-communautaires, c'est-à-dire les étudiants qui sont pas ressortissants de pays membres de l'Union européenne. Donc une augmentation qui toucherait les licences, les masters et les doctorats. Donc par exemple en licence, on passerait de 170 € à 2770 €. Donc c'est une augmentation x 16. Et on se porterait à 3700 € en master et doctorat. Donc ça représente une multiplication par plus de 15 en master et par près de 10 en doctorat des frais de scolarité. Donc c'est une hausse assez substantielle et ça suscite un certain nombre de réactions. Donc pour préciser un peu, toi t'es de nationalité colombienne et tu es venu en France pour faire toute ta scolarité dans l'enseignement supérieur. Donc c'est ta 5e année d'études en France. Donc déjà, est-ce que rapidement tu peux me présenter comment est-ce qu'on devient étudiant en France quand on a une nationalité étrangère? Bonjour à tous. Donc il y a deux moyens, disons. En fait, depuis quelques années, depuis le XXe siècle, il y a une agence qui dépend du ministère de l'Éducation et du ministère des Relations étrangères, qui est l'agence de l'enseignement français à l'étranger, et qui gère l'ensemble des lycées français à l'étranger. On compte entre 400 et 500 lycées. Donc, quand on vient de l'étranger, si on était à un lycée français, il y a des exceptions, il y a des cas particuliers parce qu'il y a plusieurs statuts par rapport au lycée. Mais on suit l'éducation, disons, on a les mêmes programmes, on a les mêmes livres, les mêmes manuels, et des professeurs qui viennent souvent, qui sont expatriés, qui viennent souvent de la France ou qui étaient déjà dans d'autres pays du réseau. Donc on a notre bac, et par exemple nous en Colombie, on est géré par l'Académie de Martinique, donc c'est l'Académie de Martinique qui m'a délivré mon diplôme, et cela permet d'être considéré, ou au moins c'est le cas en ce moment, je sais pas comment ça va changer avec le décret, on est considéré comme étudiant français, dans le sens où on n'a pas des démarches particulières à faire pour être inscrit dans l'université. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un examen d'attestation de langue ou des équivalences par rapport au programme. Donc c'est déjà un premier point. Si on vient d'un lycée qui ne fait pas partie du réseau, et si on n'est pas de nationalité française, il faut avoir des certificats de langue, il s'appelle le DELF, donc c'est des examens qui sont faits par les alliances françaises à l'étranger, et c'est un requis. Disons, souvent il y a des problèmes, c'est par rapport aux équivalences, donc savoir à quel point les programmes se ressemblent ou pas, et disons que de ce point de vue-là, je ne sais pas très bien quelle est la politique, disons, des établissements de l'éducation supérieure. Mais du coup, après aussi, à part l'aspect scolaire, j'imagine que tu as aussi une procédure pour rentrer sur le territoire, notamment un visa sûrement. Exactement. Donc, une fois qu'on est accepté par un établissement, on doit commencer les démarches auprès de Campus France. Donc, c'est le même Campus France qu'il y a en France, mais disons, c'est géré par l'Alliance française et par le consulat du pays.
Donc il y a on a un entretien avec un agent de Campus France qui va vérifier le niveau de langue, qui va vérifier l'ensemble des documents du dossier pour être sûr qu'ils sont valables, etc. Et ensuite, donc moi quand je suis arrivé, j'étais mineur. Donc il fallait que j'ai quelqu'un en France qui puisse m'accueillir. Et donc il y a tout l'ensemble de documents par rapport pour être sûr que la personne existe bien, qu'il n'est pas trop loin de l'endroit d'études. Et puis moi, il y avait quelque chose qui m'avait choqué, c'est en fait il fallait que j'ai un compte bancaire à mon nom avec l'équivalent de c'était 5 000, 6 000 euros de l'époque. Donc maintenant les taux changent. Je sais pas en ce moment combien c'est. Je crois que c'est l'ordre de 7 000 euros. Mais disons que j'ai dû ouvrir un compte bancaire parce que je n'avais pas. Et pour avoir cet argent-là, juste pour avoir l'attestation bancaire, donc j'imagine que c'est une question pour être sûr qu'on a les ressources, etc. Mais disons, c'était un point qui m'avait un peu choqué. Donc, on a un visa étudiant, c'est un visa qui dure 2-3 mois. Et c'est valable, en gros, il est nécessaire pour entrer dans le territoire en tant qu'étudiant. Et une fois ici, il faut prendre un rendez-vous auprès de l'OFI. Donc, c'est un bureau de migration, disons. Et pendant la première année, on n'a pas de titre de séjour, le visa n'est plus valable, on a un cachet de l'OFI. Donc on doit aller on fait une visite médicale, il faut payer des frais pour le cachet. Et après la première année, on peut prétendre avoir le titre de séjour. Donc dans mon cas, c'était des titres de séjour qui durent 1 an, tous les ans il faut le renouveler. Les prix, disons un titre de séjour, normalement il faut payer 50-60 euros. Cette année, j'ai demandé un titre de séjour pour 3 ans, donc j'ai dû payer 79 euros. Et ça, c'est du point de vue, disons, migratoire. Ensuite, disons, le principal problème, c'est que la plupart des étudiants qui viennent ici n'ont pas de compte bancaire en France. Souvent, n'ont pas non plus des logements, à part ceux qui sont logés dans le campus ou dans les internats. Ce qui fait qu'on ne peut pas rentrer dans le cercle vicieux de pouvoir louer un appartement ou louer l'appartement, ouvrir un compte bancaire et avoir un numéro de téléphone. Parce que à chaque fois, on nous demande les 2 autres. Donc si on veut avoir un appartement, il faut avoir un RIB. Et pour avoir le RIB, il faut avoir une adresse et un numéro. Et pour avoir le numéro, il faut avoir une adresse et un RIB aussi. Et donc c'est très dur. Si vraiment on arrive, on ne connaît personne, c'est très dur juste d'ouvrir un compte bancaire. Pour moi, c'est un des points les plus compliqués. Et aussi, niveau logement, pour les gens qui ne sont pas aux internats ou en résidence, les documents financiers des parents ne sont pas valables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas amener dans une agence les avis d'imposition, dans mon cas, les avis d'imposition colombiens de mes parents, pour qu'on me loue l'appartement. Du coup, il faut trouver quelqu'un, un Français en l'occurrence, qui ait des avis d'imposition français pour pouvoir avoir un appartement. Et du coup, ça peut être très compliqué. Et il y a des gens qui profitent de cette situation et donc qui ont des taux de logement extrêmement élevés et qui ne demandent pas du coup des garants ou des choses comme ça. Ok, donc effectivement, ça m'a l'air d'être parfois un peu précaire la situation d'étudiants étrangers, en tout cas quand on est dans un certain flou administratif. Mais j'imagine que du coup, la hausse des frais de scolarité impliquera que les ressources disponibles sur un compte bancaire en France soient d'autant plus élevées. Donc là, si on était à 7 000 euros, ça passera probablement à plus de 10 000 euros vu l'augmentation prévue. Ça me semble être une somme assez conséquente, même pour n'importe quel Français. Donc j'imagine que dans un pays dont l'économie n'est pas aussi florissante que la France, ça doit être encore pire, non? Parce que... Oui, disons que c'est compliqué parce que déjà, même si il y a la gratuité en ce moment de l'éducation, même pour l'ensemble des étudiants, dont les étudiants étrangers, c'est déjà assez cher de venir ici. Donc, il y a quand même des bourses qui sont mises en place, mais c'est pas des bourses d'intérêt social, parce que, à ma connaissance, elles ne concernent que les étudiants de l'Union Européenne. Donc, les bourses du Crous. Il y a un certain nombre de bourses de l'AFE, qui donnent environ 100 bourses par an. Mais
même il y a 3 taux, du coup, là, ça va dépendre un peu des revenus des parents. Disons que uniquement avec la bourse, on ne peut pas vivre. C'est-à-dire qu'il faut déjà venir d'un milieu relativement aisé pour pouvoir juste vivre en France, même si l'éducation est déjà gratuite. Parce que on n'a pas, par exemple, dans les pays en voie de développement, le SMIC local est une fraction du SMIC français. C'est-à-dire que par exemple, dans le cas colombien, le SMIC colombien, c'est environ 200-250 euros français. C'est-à-dire que pour pouvoir déjà vivre en France, il faut compter, d'après disons, les attestations de ressources mensuelles qu'on doit justifier auprès de la préfecture pour avoir le titre de séjour, c'est d'au moins 700-800 euros par mois. Donc il faut déjà compter au moins 4-5 SMIC pour vivre. Et ça, on rajoute ce qui, on pourrait comprendre en disant, on peut relativiser la mesure, mais juste dans les faits, ça génère une augmentation en conséquence, surtout peut-être progressive. C'est-à-dire je sais pas si on va pouvoir payer les licences ou les masters tous les mois, ou s'il faut tout payer en janvier. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est cher. Disons, c'est une augmentation importante. Moi, ce qui me choque un peu, c'est, je sais pas comment ils vont le tourner. D'après ce que j'ai pu lire, les gens qui étaient déjà inscrits dans l'enseignement supérieur ne verront pas leurs frais augmenter. Parce que je me dis que les personnes, par exemple, qui viennent d'arriver ou qui sont en L1 ou en L2 et qui avaient fait tout leur projet économique en fonction des estimations de ce qui pourrait coûter la licence ou licence et master, s'ils se voient du jour au lendemain leur dire que pour finir leur licence, ils doivent payer les 2000 euros, 3000 euros en plus, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui ne pourront pas se le permettre. Alors effectivement, il y a une mesure, disons, pour limiter un peu l'effet de ce décret qui est aussi proposé, c'est que les étudiants, il n'y ait pas de changement de frais de scolarité dans le même cycle universitaire. C'est-à-dire si on est en L1 ou en L2, pour valider le reste de sa licence, on restera au taux d'étudiants français. Par contre, en changement de cycle, c'est-à-dire si on veut passer une licence à un master, ou si on veut continuer de master à doctorat, là, les nouveaux frais de scolarité s'appliqueront. Oui, disons, j'espère que ce soit comme ça. Et après, c'est un moindre mal, quoi. C'est un moindre mal. C'est juste, pour moi, c'est une fois que t'as été accepté, t'as des règles de jeu. Moi, les gens qui ne sont pas encore là, on leur dit, on va augmenter les frais, indépendamment de si on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Au moins, avant d'arriver sur le territoire, on connaît les règles de jeu. Par contre, si on est déjà ici, et on nous change les règles de jeu au cours, je veux dire, au milieu de la partie, c'était quelque chose qui me choquait moi énormément. Par exemple, moi, je me disais, je peux pas dire, surtout ici, qu'il faut en physique, je sais pas pour les autres départements comment ça se passe. Non, mais je veux dire, c'est pareil pour tout le monde. Je pense qu'il y a le diplôme de physique, il y a le diplôme de l'ENS, et je me disais, si je dois payer 2 diplômes à 4000 euros chacun, ou 3000 et quelques chacun, sachant qu'en plus je pars une année de recherche à l'étranger, ou si, je me dis, ça revient quand même cher. Oui, voilà. Donc, mais moi, ce que je trouve un peu triste, c'est que on va pouvoir. De toute façon, je me dis, il y a toujours des étrangers, qui vont pouvoir payer ces frais, et je pense pas qu'il y ait une grande diminution des nombres d'étrangers qui viennent en France. Ce que je trouve un peu regrettable, c'est que ce ne sera pas le même profil de personnes. Et ça, je trouve que c'est un peu une atteinte à la diversité culturelle et sociale qu'on peut avoir dans l'éducation française. Ça amène une forme de sélection sociale des gens qui peuvent se permettre ce genre de frais de scolarité, alors que ceux qui pouvaient maintenant, parce que c'était pas hyper cher, ceux-là, ils seront de fait écartés de toutes les mesures. Oui, je pense que déjà, il y a... Disons, il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de partir à l'étranger et faire des études à l'étranger. Donc, de base, le seul fait de partir faire des études, c'est déjà une forme de sélection économique.
Parce que il n'y a pas toutes les personnes des pays en voie de développement, par exemple, qui peuvent se permettre de payer 5 SMIC ou 6 SMIC par mois juste pour vivre. Mais ce que je pense aussi, c'est que parmi, disons, la proportion des étrangers qui peuvent se permettre les 5-6 SMIC par mois, parmi ces gens-là, je pense pas qu'ils puissent tous se permettre les 5-6 plus les 3 000 par an ou les 4 000 par an. Okay. Donc oui, ça peut être une forme de sélection. Après, je sais pas si, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y aura des bourses, l'idée c'est d'avoir plus de bourses pour les étudiants étrangers hors Union européenne qui n'ont pas les moyens de financer. Mais je sais pas, tant qu'il n'y a pas le décret, tant qu'on sait pas exactement ce qu'on va nous proposer, Mais sinon, ton point de vue personnel, comment est-ce que tu ressens le fait qu'on propose une augmentation pour les étudiants étrangers et pas pour les étudiants de l'Union européenne? Est-ce que tu vois pas ça comme une forme de discrimination? Je sais pas si c'est une forme de discrimination. Disons que j'ai des avis assez partagés. Je peux comprendre. Disons, je suis pas expert en économie, mais je peux comprendre que l'éducation, en fin de compte, il a besoin de ressources et que quand on ne paye pas, quand on a nos parents et toutes nos familles qui ne payent pas les impôts dans le pays, je peux comprendre ce genre de mesures. C'est-à-dire, je comprends pourquoi aux États-Unis, les gens qui ont habité toute leur vie ou plus de 5 ans ou plus de je sais pas combien de temps dans tel état, ont des frais qui sont beaucoup moins importants que les gens du reste du pays. Donc, d'une part, je peux comprendre. D'autre part, je sais pas si c'est le moyen. C'est vrai que, par exemple, moi, c'est la 5e année que je suis là, et quand j'ai appris qu'il y avait ce décret-là, je me suis posé la question si j'allais rester ici pour faire mon doctorat, par exemple. Donc, je me dis, je veux finir mon master, mais je sais pas si je vais rester ici. Et ça, je trouve que c'est quand même dommage. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y a quand même une partie des étudiants étrangers qui se sont déjà installés ici, qui, je sens qu'ils pourraient contribuer au rayonnement intellectuel et économique, parce qu'il y a aussi il y a quand même un flux d'argent qui se crée entre les pays et qui peut être amplifié par des startups faites par des étudiants étrangers qui vont apporter à l'économie. Je sais pas, mais je me dis, même du point de vue intellectuel, dans les cas des gens qui finissent leur master, je sais pas si l'année prochaine, sachant qu'ils doivent payer 4 000 € pour faire une thèse ici, je sais pas s'ils vont rester. Donc c'est quand même dommage de filtrer un peu les gens de cette façon. Tu veux dire que tu crains peut-être que par cette mesure, l'État français en fait quelque part soit contraint du coup de se passer de tout l'apport que pourraient avoir les étudiants étrangers, notamment par exemple quand ils réalisent une thèse dans un laboratoire français. Ça c'est vrai que c'est quand même un travail inestimable en termes de développement des connaissances. Bon, est-ce que ça on va pas justement le limiter, et est-ce que c'est pas en fait se saborner nous-mêmes que de faire ça? Oui, je pense qu'il y aura d'une certaine façon, oui, ça va endommager le rayonnement étranger en France. Et déjà, s'il était compliqué de pouvoir pouvoir faire la thèse en France, pouvoir être accepté, avoir un contrat doctoral, etc., et contribuer. Si déjà il y a une espèce de filtre intellectuel, parce qu'il n'y a pas tous les étrangers qui arrivent en France qui veulent faire des doctorats, des thèses, je me dis que rajouter cet élément économique, surtout quand on est thésard, qu'on n'a pas forcément une stabilité économique importante, je trouve oui, que ça va vraiment endommager le rayonnement intellectuel étranger. C'était le premier épisode de notre série dédiée aux hausses des frais d'inscription, dans lequel vous avez pu écouter le témoignage d'Andrés. Dans le prochain épisode, nous invitons un chercheur qui est spécialiste des questions liées aux frais d'inscription dans l'enseignement supérieur et qui enseigne également à l'ENS Cachan. Il s'agit de Hugo Harari-Kermadec. Vous pouvez retrouver nos émissions sur notre chaîne YouTube, sur SoundCloud et bientôt sur d'autres plateformes.
N'hésitez pas à liker notre page Facebook, nous suivre sur Twitter et Instagram pour rester au courant des actualités de votre web radio Fréquence.